Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iguihé. Alors que le processus de Doha battait son plein, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a de nouvelles fois retourné sa veste. Aujourd'hui, on entend parler de Luanda encore et des négociations qui pourraient se passer à Kinshasa. Pour nous aider à comprendre réellement ce qui se passe dans les studios aujourd'hui, avec moi, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi, je me porte bien, merci. Vous êtes encore le bienvenu. Merci, c'est gentil. Tite, des informations de dernières nouvelles nous parlent d'une possible réorientation des processus de Doha vers l'Angola. Est-ce qu'il y a-t-il des changements? Qu'est-ce qui se passe? Il y a manifestement des manœuvres dolosives de la part du président Tshisekedi, qui a quelques alliés dans la région et qui ne veut plus de Doha pour de mauvaises raisons, parce que Doha a quand même des actifs à son compte, mais on a vu des signaux. Le président Tshisekedi qui déclare qu'il n'ira plus à Doha, qu'il n'enverra plus de délégation à Doha. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi, allié à Tshisekedi, qui insulte publiquement le Qatar, et puis des allers-retours, 2 fois en une semaine, 5 fois à l'espace d'1 mois, du président Tshisekedi qui va à Luanda rencontrer le président João Lourenço, et finalement on apprend que le président Lourenço est en charge d'une nouvelle médiation. Et dans un point presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mouyaya, qui évoque si jamais dialogue doit y avoir, ce dialogue aura lieu à Kinshasa. Donc on voit bien des frémissements, des signaux qui indiquent que Tshisekedi tente encore une fois de noyer les acquis de Doha. Mais alors, Tite, pourquoi aujourd'hui le gouvernement envisage-t-il des négociations avec le M23 alors que nous savons qu'avant, il était très réticent? Pourquoi cette initiative propre venant de Kinshasa? Ce n'est pas à forcément parler une initiative propre à Tshisekedi. Il y a eu Nairobi, il y avait la délégation gouvernementale avec le M23 d'ailleurs à l'époque. Le M23 avait été invité à Luanda à la demande de l'Union africaine qui avait chargé le président Lourenço en son temps de recevoir le M23, de les écouter et de faire rapport à la commission de l'Union africaine. Finalement, il y a eu un cadre officiel, le cadre de Doha, où l'AFC M23 et le gouvernement congolais, sous la médiation qatari, avec quand même des partenaires de poids. La présence des États-Unis, la présence de l'Union africaine, la présence de beaucoup de partenaires, où à Doha se passaient des négociations entre le gouvernement et l'AFC M23. Et donc ce retournement pose problème, et je crois que c'est ce qui ressort de la longue lettre quand même du coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, qui dit avoir bien reçu l'invitation du président Lourenço et qui dit avoir une discussion fructueuse en termes diplomatiques
avec son ministre des Affaires étrangères et dans laquelle lettre il le remercie d'abord très poliment, mais soulève des questions sur cette nouvelle reconfiguration. C'est quoi Nous ne comprenons pas. Est-ce que nous pouvons avoir des éclaircissements? Est-ce un nouveau cadre? Nous voulons le savoir. Est-ce que c'est un cadre complémentaire? Est-ce que c'est un processus parallèle à celui de Doha? Alors, beaucoup de questions dans l'invitation du président Lorenzo à se rendre à Luanda. Et donc, oui, le président Tshisekedi sème la confusion avec cette multiplication des initiatives, des médiations. Au sortir de Doha, on avait pensé que les deux délégations se rendraient à Lomé. C'était la capitale désignée, étant donné que le Togo avait repris le flambeau de l'Angola. Et donc, voilà où on en est. On ne sait pas encore, au moment où nous parlons, est-ce qu'il s'agit d'une opération qui va faire diversion? Est-ce que Tshisekedi veut, encore une fois, saboter les acquis de Doha? Est-ce que dans quoi on se trouve? Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus d'interrogations et de confusion qu'autre chose. Tite, effectivement, vous parlez de confusion, mais on ne comprend plus rien. Est-ce que ces nouvelles initiatives de Tshisekedi, est-ce que c'est pour parler, devrait-il se passer en Angola? Parce qu'on entend aussi parler de Kinshasa, d'un dialogue inclusif. Est-ce que c'est ce nouveau processus que Kinshasa veut engager, est-ce qu'il se passera en Angola ou bien à Kinshasa? Est-ce que le lieu est le plus important ou c'est d'abord le cadre et l'ordre du jour? Il est vrai que dans ce qui transparaît dans quelques communications qu'on peut lire ici ou là, le président Lorenzo, à la demande du président Tshisekedi, a pris attache avec la classe politique congolaise et le clergé. Si jamais c'est avec le clergé, ça voudrait dire que Tshisekedi accepte, on va dire ça comme ça, accepte finalement le dialogue inclusif. Mais il est dilué. Il est dilué parce que le dialogue inclusif, c'est l'initiative de la SENCO, les évêques catholiques, et les églises protestantes, qui, au titre de leur autorité morale et spirituelle, au titre de leur désintérêt en ce qui concerne une politique active, et au titre de cette initiative, parce que le pays est dans une impasse, aurait dû piloter le dialogue inclusif, quitte à ce qu'il se tienne à Kinshasa et qu'il y ait quelques garanties pour ceux qui viennent de l'étranger. Ça aurait eu un sens. Ça veut dire que les églises, dont on dit souvent l'église est au centre du village, ramènent gouvernement, opposition armée, opposition non armée et société civile autour d'une table. Et eux, ils sont là en facilitateur du fameux dialogue
inclusif. Maintenant, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend ici et là, Tshisekedi veut, lui, prendre la main, s'approprier la proposition des églises et conduire les débats. Ça ne me semble pas une démarche appropriée, étant donné que Tshisekedi et son gouvernement font partie des problèmes. Et donc, on ne peut pas s'improviser juge et parti. Au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi est dans l'impossibilité de se mettre au-dessus de la mêlée. C'est impossible. Et donc, voilà, filer comme ça la patate chaude au président Lorenzo, lui demander de prendre attache avec la classe politique, il envoie son ministre des Affaires étrangères discuter avec le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa. Ça veut dire qu'on peut supposer qu'il a parlé aussi soit à l'ancien président Kabila, soit à son entourage, à Katumbi, Matata Mponyo, qui est en exil, qui est condamné aussi à Kinshasa, Martin Fayoulou, Denis Senga, un peu difficile de voir le rôle. Vraiment, il n'y a pas de lisibilité quant au rôle que Tshisekedi veut faire jouer au président Lorenzo. Ouais. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est une stratégie de Kinshasa par cette initiative de dire on les avait invités mais ils ne sont pas venus, alors qu'inviter une personne là où sa sécurité n'est pas garantie, est-ce que vous ne voyez pas comme c'est une stratégie? Ce serait... Et si c'est une stratégie, elle est mauvaise, elle est mal pensée et elle est inefficace. Parce que ça ne peut pas aboutir. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des... Même si c'est des simulacres, mais il y a eu des procès contre le coordonnateur Nangaa. Et on a saisi ses biens. Et tous ceux qui sont ses parents proches ou qui ont des liens de famille avec lui sont aujourd'hui en prison à Kinshasa. Il y a eu une mise à prix des hauts responsables de l'AFC M23. Le turbulent ministre Mutamba. 5 millions de dollars si vous me ramenez Bertrand Bisimwa, mort ou vif. 5 millions de dollars si vous pouvez m'amener le général Sultan Makenga. C'est des actes posés au titre du gouvernement congolais. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a acté tout ça. Vous ne pouvez pas avoir organisé le procès contre l'ancien président Kabila, le condamner à mort, et puis dire non, on oublie tout ça, allez, venez, on s'assoit autour de la table et on discute. J'ai vu sur France 24 le ministre Mouzito, ancien premier ministre de Kabila, le journaliste lui demandait, mais est-ce que Kabila peut venir à Kinshasa? Il va se faire attraper par... connaissant le président Tshisekedi, il ne va pas le faire. Mais non, il y a une décision de justice. Bonne, mauvaise, instrumentalisée ou pas, là n'est plus la question. Dans les démarches entamées par Tshisekedi, s'il est
bien intentionné, ce dont on peut douter très sérieusement, mais on peut lui prêter pour une fois, la bonne foi. Il y a comme ça des actes juridiques posés par son gouvernement, posés par la justice qui est aux mains du pouvoir, qui sont des obstacles. Et au titre du respect des formes, des procédures, des préalables, il faudra lever d'abord ces obstacles. Donc, le procès, la condamnation de l'ancien président Kabila, vous en faites quoi, monsieur le président Tshisekedi? La condamnation du coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, vous en faites quoi, monsieur le président? La mise à prix des têtes dont je viens de parler, vous en faites quoi? Comment pouvez-vous, comme ça, évacuer ça d'un revers de main et dire, j'ai demandé au président Lorenzo de les inviter, ils ont refusé? Ça manque de cohérence, ça manque de sérieux, et ça me paraît comme un jeu qui se retourne finalement contre le président Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la lettre de l'AFC-M23 de l'AFC-M23 signée par Corneille Nangaa. Il interroge la démarche, il interroge la méthodologie, il interroge le cadre, il interroge les acquis de Doha. Alors, je crois que ça va être difficile au président Lorenzo de répondre avec beaucoup de clarté à la lettre écrite par Corneille Nangaa. Oui. Mais alors, Tite, Kinshasa affirme selon lui ne pas vouloir remplacer les différents processus qui ont été mis en place, le processus de Doha et de Washington. Kinshasa a affirmé selon lui que ce nouveau processus ne les remplacerait pas. Est-ce que d'abord ces processus sont-ils toujours d'actualité? C'est la question que pose Corneille Nangaa dans la lettre. Nous sommes en négociation à Doha, dit-il. Vous nous invitez à Luanda. Est-ce que vous pouvez nous préciser si c'est une démarche nouvelle, auquel cas, qu'est-ce que nous faisons de Doha? Si c'est une démarche parallèle, auquel cas, il faut nous préciser le contenu de cette démarche-là. Je crois que c'est vraiment, je le dis comme je le pense, c'est une patate chaude qu'il file comme ça au président Lorenzo. Il y a des acquis de Doha. Il y a eu la déclaration de principe. Il y a eu ce qu'ils ont appelé l'accord cadre. J'ai cru comprendre que le président Tshisekedi exigeait depuis Luanda un cessez-le-feu unilatéral de l'AFC M23. Mais dans la lettre, j'ai cru comprendre que le coordonnateur Nangaa rappelle que quand ils ont été invités à Luanda en son temps, à la demande de l'Union africaine, ils avaient déclaré un cessez-le-feu unilatéral, lequel cessez-le-feu a été violé par Kinshasa. Toutes les fois qu'il y a eu, soit à l'initiative de l'AFC M23, soit à l'initiative de quelques partenaires, une demande de cessez-le-feu, l'AFC M23 l'a toujours respecté. Kinshasa l'a toujours violé.
Et donc ça aussi, c'est l'une des questions. Quelle est la sincérité de cette démarche? Si on a été à Nairobi et que vous avez Kinshasa a saboté Nairobi. Si l'Union africaine a demandé au président Lorenzo d'inviter l'AFCM 23 et que Kinshasa, à l'époque, la rhétorique était jamais, jamais. C'était la fameuse ligne rouge. Et cette déclaration a été faite devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Qu'est-ce que Luanda vient faire en plus, en mieux ou en parallèle? Qu'est-ce que Luanda apporte en termes de nouveautés? Est-ce que Kinshasa a déjà enterré le processus de Doha selon vous? Entièrement ou bien c'est suspendu, c'est enterré? Oui, mais c'est une négociation entre deux parties. Même si dans la lettre de Corneille Nangaa, on voit bien qu'il reprend les difficultés, les obstacles qui ont jalonné Doha. Il dit quand même, à Doha, on a réussi quelque chose. Kinshasa, selon moi, n'est plus en mesure d'enterrer comme ça le processus de Doha. D'abord parce qu'ils étaient deux à négocier et que sur le terrain, la FCM 23 est en position de supériorité, en tout cas militairement. Ensuite, parce que c'est quand même une médiation qatari. On ne va pas balayer le Qatar sur la scène diplomatique mondiale. Et enfin, parce qu'il y avait d'autres partenaires et des partenaires de poids, dont les États-Unis. Et que Doha a des acquis. Doha a la déclaration de principe. Doha a obtenu que les prisonniers politiques, prisonniers de faciès, soient libérés, même si Kinshasa ne s'est pas encore exécuté. Doha a demandé combien de fois, Dieu sait, la cessation des hostilités. Doha en est arrivé à lister les causes profondes. Et donc, tout ça, acté, signé, Tshisekedi ne peut pas s'asseoir sur ça. Il n'en a pas les capacités politiques, il n'en a pas les capacités diplomatiques. Et donc, oui, s'il en a l'intention, il n'en aura pas les aptitudes. Est-ce que peut-on dire qu'actuellement Kinshasa instrumentalise la diplomatie pour gérer la crise dans l'est de la RDC? Genre vouloir jongler avec les diplomaties et les différents processus? Ça, on l'a tous remarqué depuis longtemps. On a même parlé d'une diplomatie vacillante. On a parlé d'une diplomatie émotionnelle. On a parlé d'une diplomatie qui manquait de cap et donc pas de gouvernail. On a vu les tergiversations. Si on est parti de Nairobi, qu'on a transité par Luanda, qu'on est arrivé à Addis Abeba, en passant par Bujumbura et qu'on a atterri à Luanda, c'est tout ça parce que Kinshasa ne voulait pas. On l'a déjà dit ici plusieurs fois. Au fond de lui, Tshisekedi voulait écraser le M23. Si vous dites écraser, vous parlez militairement. Militairement. Okay. Il voulait vraiment
écrasé. Je ne sais pas qui lui a fait croire cette aberration. On a déjà dit qu'il connaissait rien à la chose militaire, et donc lui, il y a cru. Et il a investi en termes de ressources humaines. Il a fait venir des mercenaires, il a payé les troupes burundaises, il a engagé la SADC, il a fait alliance avec les FDLR. Il a échoué. Cette frustration, il n'arrive pas à la digérer et à passer à autre chose et à accepter que l'option militaire ne lui réussit pas. Et donc il continue. On a vu des bombardements dans le Massissi, on a vu des bombardements à Kamanyola, on a assisté au blocus de Minembwe, il a détruit les hôpitaux, il commence même, enfin, c'est pas la première fois que les mercenaires qui sont engagés pour piloter les drones tirent sur des positions des FARDC. Tout ça, en termes de pertes humaines, en termes de pertes financières, en termes de retard sur le processus de paix, il faudra interroger cette responsabilité-là. J'ai entendu le gouverneur du Nord Kivu, Bahati, dire « Nous avons suffisamment documenté les atteintes graves aux droits de l'homme pour entamer des procédures judiciaires contre le président Tshisekedi. » Mais cette recherche aveugle, il est vraiment omnibulé, de la victoire militaire, je crois que ça a empêché toute réflexion de sortie de crise par le haut, de pouvoir trouver des canaux diplomatiques. Doha était une perche tendue au président Tshisekedi. Voilà qu'il est en train de saboter Doha. Je ne pense pas que, même si on dit que la Tanzanie, il vient de signer des accords militaires avec la Tanzanie, que la Tanzanie peut faire mieux que ce que la SADC a échoué de faire, que ce que les FDLR n'ont pas fait, ce que ces Wazalendo pléthore n'ont pas pu faire, et ajouter les Burundais et tout ça. Quelqu'un demandait un jour à Kinshasa, pourquoi depuis Bunagana, vous n'avez pas dialogué avec ceux-là qui demandaient le dialogue? Pourquoi vous n'avez pas tiré les leçons de la prise de Goma, avec tout ce que vous aviez amassé là-bas comme matériel, comme militaire, comme... c'est peut-être que Goma annonçait l'apocalypse, mais l'apocalypse n'a pas eu lieu. Depuis, voilà, Bukavu est tombé, Uvira est tombé. Est-ce qu'il croit encore à une campagne militaire qui puisse réussir? Ça relève beaucoup plus de l'illusion que de la réalité. Et donc, oui, il est en train de, comme ça, de mettre des clous dans Luanda. Oui, il continue, il persiste, il signe. Il engage sa responsabilité dans les bombardements des civils. Et oui, il ne veut vraiment pas du dialogue politique. Mais alors, Tite, quel est l'intérêt de Tshisekedi que la guerre se poursuive dans l'est de la RDC? Parce que la paix, comme nous le voyons, elle est encore très loin avec ses agissements. Tshisekedi a deux intérêts immédiats à poursuivre la guerre. C'est
de refuser ou d'avoir un prétexte pour ne pas rendre compte de sa gouvernance. La deuxième raison, elle est cynique. Il s'est fait beaucoup d'argent dans l'économie de la guerre. L'achat de matériel, les rétrocommissions, gonfler les chiffres de l'argent qu'on envoie aux militaires pour les opérations. Et pourtant, Dieu sait que ça n'arrive pas sur le terrain. L'entretien des Ouazalendo, l'entretien des FDLR, les sommes qu'il envoie au Burundi, tout ça ne passe pas par la procédure et l'orthodoxie budgétaire. C'est des fonds qui sont décaissés en urgence et qu'on ne peut pas vraiment justifier devant le Parlement. Il veut maintenir cette pression-là et sans oublier qu'il a quand même la pression de son camp. Hein? La frange dure de l'UDPS et les copains venus de Matongé qui ont goûté les privilèges du pouvoir et des palais de la République, qui s'en mettent plein les poches, qui ne veulent pas le voir quitter le pouvoir. Et donc, l'échéance qui se profile à l'horizon crée une angoisse dans son camp. On a tenté plusieurs fois de changer la Constitution, on n'y est pas arrivé. Il l'a même dit lui-même, hein? Qui de vous est capable de m'empêcher, moi, président de la République, de réviser ou de changer cette Constitution qu'ils ont insultée. C'est une Constitution des étrangers, écrite à l'étranger. Voilà. Est-ce que la question de la Constitution s'est déjà terminée? En tout cas, il n'en fait plus qu'à. Politiquement, il n'a pas eu les coudées franches pour le faire. Et les gens racontent à Kinshasa que si son partenaire Vital Kamerhe a perdu le perchoir, c'est parce qu'il n'était pas en faveur de la révision de la Constitution. Et donc, les options qui existaient, faire passer ça au Parlement, en présence de Vital Kamerhe, c'était mal barré. Il avait parlé d'une commission qui allait lui faire des propositions et donc on pouvait penser que ces propositions auraient pu être soumises au référendum. Tu ne peux pas faire de référendum quand tu n'as pas la plénitude sur l'ensemble du territoire et que l'insécurité bat son plein un peu partout et que le panier de la ménagère est troué. La priorité du Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la révision de la Constitution, c'est de trouver une assiette et les couverts pour ça. Et donc, cette manœuvre-là a été abandonnée en cours de route. On a vu le professeur Mbata qui s'est dépatouillé beaucoup pour expliquer l'inexplicable. La Constitution est malléable, la Constitution n'est pas adaptée. Non. Cette option semble être au placard au jour d'aujourd'hui et en sourdine, on peut sentir qu'il y a cette envie, parce que ça n'est pas matériellement défini, mais de dire cette fois-ci, allez, on va récupérer le dialogue inclusif, on essaiera de mettre le chef de l'État à l'abri
et dans les discussions obtenir de repousser les échéances et donc que Tshisekedi reste au pouvoir au profit de son camp. Est-ce que Tite, dans un avenir proche ou lointain, voyez-vous encore Kinshasa et l'F-23 sur une même table de négociation? Oh, bien sûr que oui. Ça, qu'ils le veuillent ou non, ils devront passer par la case négociation parce que le dossier des causes profondes n'est pas encore, n'a même pas été entamé. À Doha, on a bataillé pour obtenir la déclaration de principe. Au préalable, on a eu une déclaration conjointe. Après, on a l'accord cadre. Mais tout ça, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. On n'a pas traité les causes profondes. Tous les partenaires internationaux sont d'accord sur une chose aujourd'hui. Gouvernement congolais et AFCM 23, vous devez plancher sur les causes profondes et qu'il y ait des solutions durables qui en sortent. Et donc, oui, ça c'est vraiment le passage obligé. Ils sont engagés dans un sens unique. Et Tshisekedi, qu'il le veuille pas, il passera par là, sauf que je vois bien la manœuvre. Faire venir l'opposition non armée, intégrer le clergé et la société civile autour de la table, prendre quelques personnalités congolaises qui peuvent porter de la voix, c'est aussi une tentative de noyer comme ça les revendications de l'AFC M23 et de ne pas insister beaucoup. Je crains que Tshisekedi n'ait pas vraiment le coup de franche. Il n'a pas une base politique solide qui puisse le porter sur cette démarche-là. Et tout cela qui viendrait sur la table ne peuvent pas passer à côté des causes profondes, des persécutions des Tutsis congolais, du génocide en cours en République démocratique du Congo, qui cible les Hema, les Tutsis et les Banyamulenge. Et donc, table de négociation, oui. Analyse des causes profondes, absolument, c'est un impératif. Et pour dire ce que j'avais dit précédemment, finalement, Tshisekedi est un des problèmes dont il faudra discuter dans le format qui sera convenu, soit dialogue inclusif, soit négociation avec les forces politiques. Il est en train de jouer contre lui-même. Oui. Et alors, Tite, où entrevoyez-vous ces négociations avec, entre Kinshasa et l'F-23? Parce que je pense que même beaucoup de téléspectateurs et analystes ne comprennent plus rien. Parce que avant nous avions Nairobi, Ouais. nous sommes passés à Luanda, nous sommes allés à Doha maintenant. On parle encore de Luanda, on parle de Kinshasa. Où entrevoyez-vous encore ces négociations avec l'M23 par Kinshasa? Il y a beaucoup de précipitations au niveau de Kinshasa. Il y a un manque de lucidité dans les démarches qu'on voit bien. Il attend, il pousse les échéances. Il traîne jusqu'à être dos au mur et donc il crée comme ça un rideau de fumée. Il l'a fait plusieurs fois, maintenant ça lui colle à la peau.
on vient de dire, il n'arrive pas à noyer Doha. Je ne vois pas la délégation de l'AFC M23 aller à Kinshasa pour des raisons pratiques de sécurité. Et si Kinshasa disait qu'il garantissait, s'il disait même aux Il médias... n'est pas crédible pour garantir la sécurité. Et on a parlé de préalables. Il faut qu'il lève les mesures, il faut qu'il retire les condamnations. Il y a beaucoup de généraux qui sont en prison. Les Koulouna ont pris la ville en otage. Kinshasa n'est pas en sécurité. Et donc, si la ville n'est pas sécurisée et que même les Kinois vivent la peur au ventre, vous n'allez pas demander à quelqu'un de quitter Goma et d'arriver tranquillement à l'aéroport d'Njiri et dire le gouvernement nous a réservé un hôtel à tel endroit. Non. Pour cette raison-là, ils ne peuvent pas se rendre à Kinshasa. Et Tshisekedi sera contraint, forcé d'accepter de délocaliser si jamais les discussions doivent avoir lieu à Luanda. La FCM 23 a quand même posé des préalables. Dans la lettre envoyée très respectueusement au président Lorenzo, je pense que le président Lorenzo va lui aussi la transmettre au président Tshisekedi pour obtenir les éclaircissements qui sont demandés. Si on anticipe, il va dire, mais qu'est-ce qu'il va dire de Doha? Que nous restons à Doha. Donc on va avoir quoi, deux capitales où on discute. Il y a une délégation de l'AFCM 23 et du gouvernement à Doha. Il y a simultanément une autre délégation de l'AFCM 23 à Luanda avec les autres. De quoi parle-t-on à Luanda dont on ne peut pas parler voilà. Jusque-là, ça manque vraiment de lisibilité. On est dans un flou artistique. Sur la question, il s'est fait prendre lui-même par son propre piège. Mon gouvernement et moi n'avons pas tourné le dos à Doha. C'est ce qu'il a dit. Donc, Doha reste en cours. La FCM 23 interroge maintenant. Si nous sommes à Doha, Excellence, Monsieur le Président Lorenzo, qu'est-ce que nous venons dire à Luanda que nous sommes incapables de dire à Doha? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter que Doha nous aurait refusé? Qu'est-ce que le gouvernement vient dire à Luanda qui s'est abstenu de dire à Doha? Matériellement, ça paraît dans l'impasse. Et cette impasse-là, il faut avouer que c'est Tshisekedi qui lui-même se met dos au mur. Luanda a encore beaucoup de clarifications à apporter. Je parlais de blocage juridique, les décisions de justice. Il y a un problème qui va advenir là dans les consultations qu'a entamé le président Lorenzo, c'est la place et le rôle du clergé. Que devient la Senko et les églises protestantes si jamais on accepte la proposition du président Lorenzo? Est-ce que c'est des participants au même titre que les autres? Je ne crois pas que
ça puisse leur convenir, parce qu'ils sont les initiateurs du dialogue inclusif. Et donc, on ne va pas leur prendre comme ça leur initiative et dire, allez, asseyez-vous autour de la table. Et le président Lorenzo préside le dialogue inclusif. Une autre question qui me paraît fondamentale, c'est parmi les préalables que pose Corneille Nangaa. Pas une fois, pas deux fois, Monsieur le Président. Nous avons, vous et nous, constaté que le président Tshisekedi ne respecte jamais sa parole. Que le président Tshisekedi signe, prend un engagement et le lendemain dénature le document qu'il vient de signer. On a vu, on a constaté que le président Tshisekedi ne met pas en exécution ce qui est convenu devant témoins. Quelle garantie offre l'Angola? Quelle garantie offre le président Lorenzo pour dire cette fois-ci, je vous promets, je vous garantis, je vous jure, le président Tshisekedi va respecter ce qui sortira d'ici. On n'a pas de précédent de Tshisekedi en train de mettre en exécution ce qu'il a signé. Cette fumée blanche que promettrait le président Lorenzo, ce serait vraiment est-ce qu'il va engager sa personne pour dire si ça ne se fait pas, voilà ce que moi je vous promets de faire. Est-ce qu'il va engager le président Tshisekedi par écrit? Signez-moi d'abord un document devant témoins où vous donnez des garanties. Mais il a déjà fait des signatures combien de fois? Depuis Genève jusqu'à aujourd'hui, combien de fois il a signé? Après, il dit, je retire ma signature. Donc ça aussi, ça va peser sur le président Lorenzo. Et donc voilà, Luanda est encore loin. Luanda est semé d'embûches. Et entre-temps, je crois que Doha a du plomb dans l'aile. Tite, si nous essayons d'avancer vers la fin, si vous essayez de vouloir expliquer la situation à cette population qui se trouve sous les bombes, qui ne comprend en rien au processus, si vous allez lui dire Doha, vous lui dites Luanda, qui ne comprendra rien. Ouais. Comment pouvez-vous expliquer cette persistance de la guerre dans l'est de la RDC? Est-ce que relève-t-elle d'un manque manifeste de volonté de Kinshasa? Comment pouvez-vous expliquer cette persistance de la guerre dans l'est de la RDC à cette population qui se trouve sous les bombardements? Si je devais m'adresser à la population de l'Est, ça veut dire depuis l'Ituri, Beni, Lubero et ses environs, le nord Kivu, le sud Kivu, Minembwe. Au fin fond, c'est de leur rappeler la promesse de leur président. Tshisekedi vient à Sake, les gens se souviennent encore comme si c'était hier, qu'il dit, ce problème est politique, je vais le résoudre politiquement. C'est de rappeler qu'arrivé à Butembo, il s'est adressé aux élèves de Butembo. Il n'a jamais tenu parole. C'est de lui rappeler son discours à Bunia. C'est de rappeler que quand il prend fonction, il invite le M23 à Kinshasa, lequel M23 traîne pendant 14 mois avant de repartir. C'est de leur montrer la réalité qu'ils vivent aujourd'hui. En fait, pas tous,
L'Ituri encore à feu à sang. Minembwe est un peu soulagé, mais c'est de dire, voyez, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Tout devient quand même assez grande pour qu'on en parle. Toute la zone libérée, depuis Kanyabayonga, rentrer dans Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Goma, Kalehe, Katana, Kabare, Bukavu, la plaine de Rusizi, pas encore complètement, mais plus ou moins. Il n'y a que ces endroits où la population vit en paix et en sécurité. Et enfin, dire, il y a beaucoup de mensonges en provenance de Kinshasa. Il y a beaucoup de réalisations ici sur place, sous vos yeux, depuis une année que l'AFC M23 gouverne depuis la ville de Goma. Essayez de prendre ça à bras le corps et consolider ce que vous avez, parce que Kinshasa, c'est du vent. Ouais. Tite, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et votre analyse. C'est moi qui vous remercie. Et espérons que vous serez encore avec nous pour analyser la suite des événements. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et surtout, restez branchés sur les plateformes du média Igué.